Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 68 ans. Avant, j'enseignais en CE1. Maintenant, je cultive des tomates. Je lis et il m'arrive de passer des jours sans prononcer plus de 5 mots. Non pas parce que je suis seule, mais parce que j'ai appris que le silence peut accomplir ce que les cris n'ont jamais pu. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, il fallait que je parle. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a bien fait comprendre hier que tu n'étais pas la bienvenue. La mariée a sifflé ces mots, là, au beau milieu de la salle de bal que j'avais payée. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle ne m'a pas prise à part. Elle l'a joué comme si humilier la mère du marié faisait partie du spectacle. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je suis restée immobile. Juste une simple robe noire, une épingle à cheveux en argent retenant mes boucles clairsemées, et le sac à main que je porte depuis des années. Pas de maquillage, pas de corsage, pas de place à table. Mais c'est moi qui avais payé pour les chaises. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je m'en vais, mais avant, laisse-moi te présenter mon invité. Je me suis tournée vers la porte derrière moi et j'ai fait un petit signe de tête. Quand il est entré, la température a chuté de 10 degrés. Il s'appelle Jacques Rivière. Et à l'instant où elle l'a vu, elle a lâché sa coupe de champagne. Le verre s'est brisé avec un bruit sec et strident contre le marbre. Sa main a volé à sa bouche, mais il était trop tard. Son corps l'avait trahi. C'est à ce moment-là que la salle s'est figée. Comme si nous avions tous inspiré en oubliant comment expirer. Vous pensez probablement que j'ai gâché le mariage de mon fils. Vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison non plus. Voyez-vous, il y a des choses qu'une mère sait avant que le reste du monde ne comprenne. Et il y a des moments où s'effacer semble plus facile. Mais plus facile ne veut pas dire juste. Il y a 6 mois, mon fils Antoine a amené Émilie dîner à la maison. Elle portait une robe bleu tendre et avait apporté des sablés à la lavande. Elle m'a appelée « Maman Hélène » avant même le dessert. Elle a ri aux vieilles blagues de mon mari, même s'il est parti depuis 15 ans. Et moi, j'avais faim de chaleur. J'ai baissé ma garde. Je lui ai donné le collier de perles qui est dans ma famille depuis 4 générations. Celui que je gardais pour la future femme d'Antoine. Je ne savais pas que je nourrissais une louve. Il y a 3 semaines, je l'ai entendu dire que mon fils était une « bonne poire ». Je l'ai entendu dire à un certain Dante que je n'étais qu'une vieille bique désespérée qui ferait n'importe quoi pour qu'on l'appelle « grand-mère ». Elle a ri. Et quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas comme vous le pensez. Ça ne s'est pas brisé comme une tasse qui tombe du comptoir. Ça s'est brisé comme une serrure. Un clic silencieux. Et quand cette serrure s'est ouverte, toute la douceur avec laquelle j'avais vécu est devenue une stratégie. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré auprès de mon fils. Je n'ai pas supplié pour avoir ma place à un mariage que je finançais. J'ai passé des appels. J'ai contacté une vieille amie qui travaille dans des endroits discrets, et j'ai trouvé Jacques. Il avait des photos, des emails, des reçus. Il avait un cœur qui tressaillait encore quand il prononçait son nom. Et il n'avait aucune idée qu'elle avait changé de visage et trouvé un nouveau pigeon jusqu'à ce que je le lui dise. Quand je suis entrée dans cette salle de bal, je ne cherchais pas la bagarre. Je cherchais une reddition des comptes. Et quand elle a laissé tomber ce verre, ce n'est pas le son qui m'a satisfaite. C'était l'immobilité. C'était la façon dont chaque sourire dans la pièce s'est crispé. C'était le moment où mon fils s'est tourné vers elle sans savoir qui croire. Vous pensez que j'aurais dû rester à la maison? Les laisser se marier en paix? Laissez-moi vous demander quelque chose. Si quelqu'un mettait un masque magnifique sur du poison, souririez-vous, lèveriez-vous votre verre pour trinquer, ou enlèveriez-vous le masque? Ce jour-là, je l'ai soulevé. Avec une seule phrase et un seul invité. Ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, laissez-moi commencer par le début, et vous me direz si j'ai eu tort. Il y a 6 mois. C'était un jeudi tranquille quand Antoine l'a amené à la maison pour la première fois. Je me souviens que la lumière était douce ce jour-là, filtrant à travers la fenêtre de la cuisine comme si elle ne voulait pas déranger. Je venais de sortir une tarte du four. Pommes, cannelle et une pincée de muscade, comme il l'aimait depuis ses 10 ans. Il disait toujours que celle du commerce avait un goût creux. J'étais en train de m'essuyer les mains sur un torchon quand la porte s'est ouverte. Et elle était là, Émilie, la voix douce, les mains jointes devant elle comme si elle ne savait pas trop où les mettre. Elle portait une robe bleu pâle, simple mais élégante, et ses cheveux étaient attachés en arrière par une barrette qui captait la lumière du soleil comme si elle gardait des secrets. « Bonjour », dit-elle en souriant. « Je suis Émilie. Antoine m'a tant parlé de vous. » J'ai souri aussi.
Il m'en avait dit juste assez pour piquer ma curiosité. Elle a ri, et je dois admettre que c'était un rire charmant. Le genre de rire qui vous donnait envie de vous joindre à elle avant même d'avoir entendu la blague. Antoine rayonnait à côté d'elle, comme un garçon montrant un dessin parfait à sa maîtresse. Cette fierté enfantine dans ses yeux, et moi, eh bien, j'ai fondu plus vite que le beurre sur la tarte. Pendant le dîner, elle a tout complimenté. La vaisselle, la tarte, le napperon au crochet qui avait appartenu à ma mère. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas regardé son téléphone. Elle n'a pas interrompu. Elle ne s'est pas vantée ni n'a trop partagé d'informations personnelles. Elle m'a posé des questions sur moi, mes années d'enseignement, mes livres préférés, si j'avais déjà pensé à voyager. Elle semblait sincèrement intéressée par les petits coins oubliés de ma vie, des endroits sur lesquels personne ne m'avait interrogé depuis longtemps. J'étais déconcertée par la facilité avec laquelle on pouvait lui parler. Quelque part entre le dessert et le café, elle m'a regardé avec ses yeux doux et a dit « Vous savez, je n'ai jamais vraiment eu de mère. La mienne est partie quand j'étais petite. Des foyers d'accueil, surtout. Des gens bien, mais pas une famille. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé passer son doigt sur le bord de son assiette, pas nerveusement, juste distraitement, comme si le souvenir était lointain et ne lui appartenait qu'en partie. Antoine a pris sa main sous la table. « Je suppose que ce que j'essaie de dire, » ajouta-t-elle avec un sourire qui aurait pu attendrir le granit, « c'est qu'être ici ce soir me donne plus l'impression d'être à la maison que n'importe où ailleurs. » Elle a fouillé dans son sac, en a sorti un petit bocal en verre rempli de biscuits, des sablés à la lavande. « Je les ai faits. Je n'étais pas sûre de ce que vous aimeriez, mais je voulais apporter quelque chose. Quelque chose en moi s'est ouvert. Pas d'un coup, mais comme une porte dont on ne réalise qu'elle était fermée que lorsqu'elle grince et laisse entrer la lumière. Plus tard dans la soirée, après leur départ, je me suis tenue devant le miroir en me brossant les cheveux. J'ai regardé. L'épingle en argent sur ma coiffeuse. Un vieux bijou que mon mari m'avait offert pour notre anniversaire il y a 30 ans. Rien d'extraordinaire, juste de l'argent terni et un fermoir qui coinçait parfois, mais elle avait tenu mes cheveux lors de funérailles et de Noël. À travers toutes les saisons que je ne pensais pas pouvoir surmonter. Et ce soir-là, je l'ai prise, je l'ai retournée dans ma main, et j'ai murmuré, c'est peut-être la bonne. Au cours des semaines suivantes, Émilie et moi nous sommes rapprochés. Elle m'envoyait des photos de robes de mariée et d'échantillons de tissus, me demandait mon avis sur les chemins de table et les couleurs des fleurs, m'invitait à déjeuner et m'écoutait quand je parlais de l'enfance d'Antoine. Elle posait toujours des questions, toujours sur ses plats préférés, ses couleurs préférées, ses chansons préférées quand il était petit. Elle disait qu'elle voulait comprendre toutes les facettes de sa personnalité. Une fois, au marché, elle s'est penchée vers moi et a doucement redressé l'épingle en argent qui glissait de mon chignon. « J'adore ça, dit-elle. On dirait quelque chose qui se transmet. » J'ai souri, ma main effleurant la sienne. « C'est le cas, ai-je dit. » Et à ce moment-là, une pensée a germé. Peut-être, juste peut-être, j'étais en train de gagner une fille. Mais maintenant, avec le recul, c'est étrange comme il est facile de confondre l'attention avec l'affection. Comment la soif de lien peut brouiller la forme d'une personne juste devant soi. Je ne le savais pas encore, mais cette robe bleu tendre, ces sablés chaleureux, même ses yeux bienveillants, tout cela faisait partie d'une performance. Et moi, j'étais assise au premier rang, en train d'applaudir. Ça ne s'est pas produit d'un seul coup. Pas d'éclairs, pas de cris, pas de signaux d'alarme agités sauvagement sous mon nez. Juste de petites choses, silencieuses, qui clochaient, comme un puzzle dont les pièces s'emboîtent presque. La première fois que je l'ai remarqué, nous étions à un brunch. Émilie parlait à nouveau de son enfance. Cette fois, elle a dit qu'elle avait grandi en Normandie avec sa grand-mère, mais 2 semaines plus tôt, elle m'avait dit qu'elle avait été élevée en Occitanie. Des foyers d'accueil, avait-elle dit, beaucoup de déménagements. Alors j'ai demandé, d'un ton léger, c'était avant ou après avoir vécu en Normandie? Elle a scié. Une lueur d'hésitation, puis un sourire. Oh, vous avez une bonne mémoire. Je voulais dire après. Ma grand-mère m'a recueilli après le système. C'était compliqué. Elle a pris son mimosa. Antoine n'a rien remarqué. Il était trop occupé à lui couper ses crêpes comme elle les aimait. Il y a eu d'autres moments comme ça, de petites incohérences. Elle disait être allergique aux fruits de mer, mais a commandé des raviolis au homard au dîner. Elle prétendait ne pas boire de café, puis a posté une photo de l'attard sur Instagram avec la légende « Les essentiels du matin ». Elle a dit qu'elle avait un frère cadet. Plus tard,
Elle a dit qu'elle était fille unique. Chaque contradiction était assez petite pour être balayée d'un revers de main, assez petite pour être qualifiée de trou de mémoire, mais ensemble, elles me grattaient l'arrière de l'esprit comme un caillou dans la chaussure. Celui pour lequel on ne s'arrête pas de marcher, mais qu'on n'oublie jamais. Et je ne voulais rien dire. Je ne voulais pas devenir cette mère, celle qui n'arrive pas à lâcher prise, celle qui voit des fantômes dans chaque ombre. Antoine était heureux. Cela comptait plus que tout pour moi. Après des années à le voir traverser les anniversaires et les fêtes avec une douleur silencieuse derrière son sourire, il semblait enfin revivre, engagé, ancré. Il m'appelait juste pour me dire qu'elle l'avait fait rire ou qu'elle avait appris à cuisiner sa lasagne préférée, comme je le faisais autrefois. « Maman, elle me comprend », m'a-t-il dit une fois, la voix douce. C'est comme si elle voyait les parties de moi que personne n'a jamais pris la peine de regarder. Et j'ai répondu, « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Mais j'ai raccroché avec un étrange vide dans la poitrine. Un soir, après un dîner chez eux, j'ai proposé de les aider à débarrasser. Émilie a insisté pour que je reste assise, mais je l'ai suivie dans la cuisine quand même. Là, sur le réfrigérateur, il y avait 2 post-it. L'un disait « Appelez banque pour papier compte joint ». L'autre « Rappel, mise à jour bénéficiaire assurance auto ». Je les ai fixés une seconde de trop. Elle m'a vue. « Oh, ça », dit-elle en riant. « On est en train de tout organiser avant le mariage. Devenir adulte, c'est épuisant. » Elle parlait avec le même sourire chaleureux. Mais il y avait quelque chose derrière cette fois, un calcul. Je me suis surprise à me replier sur moi-même, à tout remettre en question. Étais-je paranoïaque? N'étais-je tout simplement pas prête à partager Antoine avec quelqu'un d'autre? Les années de solitude m'avaient-elles rendue méfiante envers la gentillesse? Après tout, Émilie n'avait rien fait de mal. Pas vraiment. Juste des contours flous, comme un tableau qui est magnifique de loin jusqu'à ce qu'on s'approche et qu'on voit que les coups de pinceau ne correspondent pas. J'ai écrit à ce sujet dans mon journal. J'ai fait plus de pâtisserie. J'ai nettoyé des placards qui n'en avaient pas besoin. Je me disais que j'imaginais des choses. Quand Antoine venait, je l'observais. Il était radieux, riait plus, était moins sur la défensive. Et quand il m'appelait « maman » sur le même ton enjoué qu'Émilie, je sentais la piqûre du déplacement, comme si je devenais un personnage dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourtant, je n'ai rien dit. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour mentionner quelque chose, une voix dans ma tête murmurait « Et si tu te trompais? Et si c'était juste toi qui avais du mal à lâcher prise ?» Et la vérité, c'est que j'avais du mal. Non pas parce qu'Émilie me l'enlevait, mais parce que je n'arrivais pas à savoir si elle était réelle ou simplement convaincante. Je portais l'épingle à cheveux en argent chaque dimanche où nous dînions ensemble. Un petit point d'ancrage, un rappel silencieux de qui j'étais, de qui il avait été, de ce que les mères voient quand personne ne regarde. Mais je souriais quand même. Et le piège, je l'ai réalisé plus tard, n'était pas le sien. C'était le mien. Un piège souriant construit à partir de mon propre silence. Un endroit où l'amour et la peur se tenaient la main et ne disaient rien du tout. L'appel est arrivé un lundi après-midi. Je faisais infuser un nouveau mélange, cynorhodon et gingembre. Ça sentait le genre de boisson qu'on boit en attendant une nouvelle difficile. Le téléphone a vibré 2 fois avant que je ne réponde. « Salut, maman », dit Antoine. Sa voix était désinvolte, mais j'ai entendu l'hésitation sous-jacente, cette pause supplémentaire entre les mots. La respiration retenue un peu trop longtemps. « Salut, mon chéri », ai-je répondu, souriant même s'il ne pouvait pas le voir. « Tout va bien. » Il s'est éclairci la gorge. « Oui, oui, tout va bien. Juste les préparatifs du mariage, tu sais. » J'ai remué mon thé dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une habitude que j'ai depuis l'université. Faire de petits cercles me donne l'impression de contrôler le temps. En fait, on vient de passer un long coup de fil avec l'organisatrice, a-t-il continué. Et Émilie se sent un peu dépassée. J'ai hoché la tête comme s'il pouvait entendre le mouvement. Organiser un mariage, ce n'est pas une mince affaire. C'est ça. Exactement. C'est juste beaucoup de pièces mobiles, beaucoup d'émotions, et je suppose que certaines choses commencent à devenir un peu tendues. Voilà, la phrase d'ouverture d'une porte que je ne m'attendais pas à voir se fermer. Mes doigts se sont resserrés sur la cuillère, mais je n'ai rien dit. Il a poursuivi, « Ce n'est pas toi. Je le pense vraiment. C'est juste qu'Émilie pense que peut-être que ce serait moins stressant si tu ne venais pas au mariage. » Ma cuillère a tinté contre le bord de la tasse de thé.
J'ai soulevé la tasse lentement. La porcelaine était chaude, familière, et puis j'ai remarqué la fine fissure qui parcourait son anse. Je ne l'avais pas vue avant, mais elle était là. Une fêlure, presque invisible, tout comme ce moment. Pour la tranquillité de tout le monde, ajouta Antoine, comme si cela expliquait le couteau qu'il venait de me tendre. J'ai laissé le silence respirer entre nous. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas exigé de justification, parce qu'à cet instant, j'ai réalisé quelque chose qui a frappé plus fort que les mots eux-mêmes. Il ne pensait pas que je dirais non. Il croyait déjà que j'encaisserais le coup en silence, avec grâce, et que je m'effacerais. Il avait raison. J'ai souri au téléphone. Le genre de sourire qu'on utilise quand on apprend à un enfant à marcher, qu'il tombe la tête la première et qu'on fait semblant de ne pas paniquer pour qu'il ne pleure pas. C'est logique, ai-je dit doucement. C'est son grand jour. Je ne voudrais pas ajouter de pression. Antoine a expiré comme si je lui avais donné la permission de respirer. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Je lui avais dit que tu le ferais. Tu le fais toujours. J'ai pressé la tasse contre mes lèvres. Elle était trop chaude pour boire, mais je l'ai gardée là quand même. Je penserai à vous, ai-je dit doucement. On t'enverra des tonnes de photos, a-t-il promis. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Après l'appel, j'ai posé la tasse de thé et j'ai regardé la fissure sur l'anse. J'avais cette tasse depuis plus de 20 ans. Mon mari me l'avait achetée dans un vide-grenier. Un cadeau absurde sans raison particulière. Pour tes matinées de poésie, avait-il dit. Elle avait survécu à un déménagement, 2 inondations, et une chute lors d'un exercice d'incendie à l'école. Mais maintenant elle s'était fissurée à partir de rien, juste de la chaleur et du temps. Je l'ai reprise, je l'ai tournée dans ma main. La fissure ne la rendait pas inutile, mais elle la rendait différente. Fragile d'une manière qu'elle n'avait jamais été. J'ai pensé à appeler Céleste. J'ai pensé à faire une valise et à partir n'importe où. Au lieu de ça, j'ai ouvert un cahier vierge et j'ai écrit une seule phrase. Je l'ai élevé pour qu'il fasse confiance au loup. Puis je l'ai refermé. Ce soir-là, j'ai dîné seul. J'ai mis la table avec une serviette et un verre de vin. J'ai même allumé une bougie, parce que parfois, il faut se rappeler qu'on a encore sa place quelque part, même si c'est juste à sa propre table. En allant me coucher, j'ai posé la tasse fissurée sur ma table de nuit. Pas pour la réparer, pas pour la jeter, mais pour me souvenir. Les choses se brisent aussi en silence. La tarte était encore chaude quand je l'ai emballée dans du papier d'aluminium, pomme et cassonade avec une croûte crumble. La préférée d'Antoine. Je ne leur avais pas dit que je venais. J'avais juste besoin de me sentir à nouveau mère, celle qui se présente à la porte de son fils avec quelque chose de fait maison. Pas d'arrière-pensée, pas d'accusation, juste de la cannelle et de l'attention. Je me souviens m'être regardée dans le miroir du couloir avant de partir. Mes cheveux étaient relevés avec l'épingle en argent. Mon rouge à lèvres, rose tendre, une petite touche de fard à joues. Rien d'extravagant, juste présentable. Je voulais ressembler à quelqu'un qu'il serait heureux de voir. Le trajet en voiture fut silencieux. Pas de musique, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et mes pensées qui essayaient de ne pas gratter sans cesse la même blessure. Peut-être avais-je surréagi au fait de ne pas être invité. Peut-être que je m'accrochais trop. Peut-être que la distance que je ressentais n'était pas de leur faute. Peut-être que je n'avais tout simplement pas rattrapé les changements. Je me suis dit que je ne resterais qu'une minute. Déposer la tarte, dire bonjour, sourire, partir. Quand je suis arrivée sur le porche, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. J'ai appelé, c'est juste moi. Toujours rien. J'ai poussé la porte. Le salon était vide. Des chaussures près du tapis. Une veste jetée sur la rampe d'escalier. Le bourdonnement silencieux d'un lave-vaisselle. L'endroit semblait habité, confortable, sûr. Puis j'ai entendu sa voix. Émilie, au téléphone, quelque part au fond du couloir. Étouffée au début, mais en entrant, elle est devenue plus claire. Écoute, Dante, je te l'ai dit, arrête de m'appeler sur ce numéro. Il est sous la douche. Je me suis figée. Je t'ai dit que je maîtrisais la situation. Il ne se doute de rien. Il demande pratiquement à se faire avoir. Mon corps est devenu glacial. Bien sûr qu'il m'a ajouté à son compte. Il pense que je planifie notre avenir. C'est la proie la plus facile que j'ai jamais eue. Il y eut une pause, puis un rire. Son rire. Non, elle n'est pas un problème.
Elle pense que je suis une pauvre orpheline en mal d'une mère. Cette vieille bique m'a fait une tarte la semaine dernière. J'ai failli m'étouffer avec la cannelle. Ma main s'est crispée sur le plat à tarte. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Il faut juste que je continue à jouer la gentille jusqu'au mariage. Après ça, je le mènerai où je veux. Puis on encaisse. Un autre rire. Oh, et Dante. Les perles. De vraies antiquités. Elle me les a données. Elle pense probablement que je les transmettrai un jour à nos enfants imaginaires. Je n'ai pas entendu la suite. Je ne pouvais pas. J'ai reculé aussi silencieusement que possible. Mes talons n'ont fait aucun bruit sur le tapis. Dans la cuisine, j'ai posé la tarte sur le comptoir, avec soin, avec précision. Je ne l'ai pas déballée. Je n'ai pas laissé de mots. Je suis juste resté là un instant à la regarder. La vapeur s'élevait encore à travers l'aluminium. Ça sentait la maison, mais ça n'avait pas sa place ici. En sortant, l'air m'a frappé comme une gifle. Pas parce qu'il faisait froid, mais parce que j'étais réveillée maintenant, comme si quelqu'un m'avait jeté un verre d'eau au visage en disant « Regarde, regarde vraiment ». Dans la voiture, je suis restée assise, les mains agrippées au volant. Le poids de la trahison n'avait pas encore complètement atterri. Il tournait encore en cercle comme un faucon, attendant le bon moment pour frapper. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste fixé le pare-brise, les yeux dans le vague, et j'ai laissé le moteur tourner au ralenti. Puis j'ai conduit sur 3 pâtés de maison et je me suis garée. C'est là que les tremblements ont commencé. Mes bras, ma poitrine, mon souffle. Ce n'était pas seulement les mensonges. C'était la performance, la facilité avec laquelle elle avait tordu tout ce que j'avais offert par amour et l'avait transformé en levier. J'ai voulu crier, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à voir le nom. Céleste Marin. Retraitée, détective privée, ancienne enquêtrice, vieille amie. La dernière personne qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas folle de faire confiance à mon instinct. Je ne l'ai pas appelée tout de suite. J'ai juste fixé le nom. Mon pouce planait dessus. J'ai murmuré à personne. Elle s'est jouée de moi. Puis j'ai chuchoté à nouveau. Plus maintenant. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les 2 fenêtres entr'ouvertes. Le vent a emmêlé mes cheveux et a glacé ma peau. Mais je ne les ai pas remontés. Je voulais sentir quelque chose de réel. En rentrant, j'ai fait du thé. La tasse fissurée. Je ne l'ai pas remplacée. Je l'ai posée sur la table et je me suis assise en face d'elle, comme si elle pouvait me dire quoi faire ensuite. Parce que maintenant, je n'étais plus seulement une mère qui observait de l'extérieur. J'étais une mère qui avait entendu le plan. Et la tarte que j'avais laissée derrière moi, c'était la dernière chose que j'ai jamais cuisinée pour quelqu'un qui ne me voyait pas comme une personne. J'ai mis 3 jours à composer le numéro. Je n'arrêtais pas d'ouvrir mes contacts, de fixer le nom de Céleste Marin, puis de verrouiller à nouveau le téléphone. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que l'appeler rendait les choses réelles. Cela signifiait admettre que je m'étais trompée sur Émilie. Cela signifiait que ce n'était pas juste un malentendu. C'était une arnaque. Et j'avais été la cible, tout comme Antoine. Quand j'ai finalement appuyé sur appeler, il était tard, presque minuit. Mais Céleste a répondu à la 2e sonnerie, sa voix claire et alerte comme toujours. Je ne m'attendais pas à voir ton nom s'afficher si tard. Tu vas bien, Hélène? J'ai laissé échapper un souffle. Non, ai-je dit. Pas vraiment. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds caritatifs dans notre petite ville quand nous avions la trentaine. Toutes 2 veuves à l'époque, toutes 2 habituées à être sous-estimées. Elle avait un sens de l'humour féroce et un esprit comme un piège d'acier. À l'époque, elle était enquêtrice à la gendarmerie. Plus tard, elle s'est mise à son compte. Nous étions restés en contact au fil des ans, cartes de Noël, déjeuners occasionnels, mais ce n'était pas un appel de courtoisie. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Dis-moi. C'est à propos d'Émilie. Je pouvais entendre le bruissement de ses draps alors qu'elle se redressait. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. J'ai surpris une conversation téléphonique avec un homme nommé Dante. Elle a traité Antoine de bonne poire. S'est moquée de moi. A dit qu'elle avait accès à ses comptes, qu'elle le manipulait. Céleste est restée silencieuse un moment, puis, je passe demain matin. Elle est arrivée à 8h04 précise, sans maquillage, les cheveux attachés en arrière,
vêtue d'un jean, de bottes et d'une veste en cuir que je n'avais pas vue depuis 1997. Je travaille mieux avec du café, dit-elle en passant devant moi comme si c'était chez elle. Et pour tout te dire, j'ai déjà fait une recherche rapide sur le nom Émilie. Rien n'est apparu, ce qui est déjà un signal d'alarme. J'ai versé le café. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Céleste a siroté, puis m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Tu m'as appelé. C'est déjà faire quelque chose. Elle a sorti sa tablette et a ouvert un dossier. Commençons par tout ce que tu sais. Nom complet, d'où elle a dit qu'elle venait, son parcours professionnel, n'importe quoi. Je lui ai dit ce dont je me souvenais. Ce n'était pas grand-chose. Émilie avait toujours été évasive. Elle était entre deux emplois. Avait dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 19 ans. Avait beaucoup déménagé. Travaillé brièvement dans une organisation à but non lucratif. Pas de présence sur les réseaux sociaux. Pas de photos de famille. Céleste a secoué la tête. Trop propre. Classique. Elle s'est penchée en arrière. Le fiancé de ma fille, il y a 10 ans. Même histoire. Pas de famille. Pas de passé. Prétendait travailler à l'étranger dans le développement. Rien de vérifiable. Il l'a bombardé d'amour, a eu accès à ses comptes bancaires et a disparu 2 semaines avant le mariage. Je l'ai dévisagé. Tu ne m'as jamais raconté ça. Céleste a haussé les épaules. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont on se vante. Tu l'as retrouvé? J'ai retrouvé ce qu'il en restait. Une traînée de pseudonymes, de mandats d'arrêt non exécutés. Il avait déjà fait ça avant. Il l'a probablement refait. Je n'ai rien dit. Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. Je te dis ça pour que tu saches. Je ne pense pas que tu sois folle ou que tu surréagisses. Les prédateurs choisissent des gens qui ressentent, qui croient aux secondes chances. À la bonté. Ils choisissent des gens comme ton fils et comme toi. Nous avons passé l'heure suivante à éplucher les emails, les bribes de SMS, tout ce que j'avais. Céleste a posé des questions que je n'avais pas pensé à poser. Pourquoi Émilie était-elle toujours là, disponible? Comment avait-elle rencontré Antoine? Pourquoi n'y avait-il jamais un ami ou un collègue autour d'elle? C'est une professionnelle, a dit Céleste. Pas seulement manipulatrice, stratégique. Le genre qui étudie sa proie. Le mot « proie » m'a donné la chair de poule. Alors que Céleste se levait pour partir, elle s'est retournée vers moi. Ça te va si je creuse un peu plus? Discrètement, bien sûr. Si je trouve quelque chose de moche, tu veux la vérité? J'ai hoché la tête une fois. Je préfère perdre l'illusion que de voir mon fils tout perdre. Céleste m'a fait un demi-sourire. Je te tiens au courant. Ce soir-là, je me suis assise dans mon jardin avec mon thé. La même tasse fissurée, le vent dans les arbres, le faible bourdonnement du trafic lointain. J'ai pensé à la fille de Céleste, au mariage qui n'a jamais eu lieu, à la douleur qu'elle a dû ressentir. Mais j'ai aussi pensé à la chance qu'elle avait eue d'avoir une mère qui avait vu la tempête avant qu'elle ne frappe. Peut-être étais-je trop tard. Peut-être pas. Mais maintenant, j'avais de l'aide. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus seule. Céleste est revenue 2 jours plus tard, sans prévenir. Elle n'a pas frappé. Elle est simplement entrée et a posé un dossier en manille sur le comptoir de ma cuisine comme si elle déposait une arme chargée. Elle ne s'appelle pas Émilie, dit-elle calmement. Je ne lui ai pas demandé de s'asseoir. Je ne lui ai pas offert de thé. Je suis juste restée là. Céleste a ouvert le dossier. Son vrai nom est Nadia Haye, née dans le Kansas sous ce nom. Aucune trace de changement de nom légal, mais elle a utilisé au moins 5 pseudonymes depuis ses 21 ans. Elle a feuilleté les documents comme si elle tournait les pages d'un livre funéraire. Nadia Haye, Mallory Sick, Chloé Denis, Amanda Lefebvre, et maintenant Émilie Lambert. Des photos, des cartes d'identité, des reçus d'hôtel, un certificat de mariage annulé, une ordonnance restrictive d'un homme en Arizona. Elle cible les hommes avec de l'argent mais un cœur tendre, les isole, sincères. Rapidement dans leur vie. L'un d'eux était militaire. Elle a prétendu être enceinte de lui pendant 3 mois. J'ai scié une fois. C'est une professionnelle. Aucun casier judiciaire, mais une douzaine d'affaires classées. Réglées à l'amiable, scellées ou abandonnées. Elle est insaisissable. Céleste m'a finalement regardé. Tu veux qu'on s'arrête là? J'ai secoué la tête. Elle a continué. Il y a un nom récurrent lié à certains des comptes qu'elle a utilisés.
Un certain Dante Levasseur. L'homme que tu l'as entendu appeler au téléphone. J'ai aussi sorti son dossier. Elle a tourné une autre page. C'est un criminel. Fraude électronique. Sorti de prison il y a 3 ans. Ils ont été aperçus ensemble à Chicago et à Reno. Céleste a fait une pause. Elle n'est pas amoureuse de ton fils, Hélène. Elle est en train de monter un coup. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas tombée sur une chaise ni n'ai laissé tomber le plat à tarte dans une incrédulité cinématographique. Je suis juste restée immobile, à écouter. Une partie de moi le savait déjà. Au moment où j'ai entendu sa voix dire « Proie facile ». C'était ça, les funérailles. Ceci n'était que l'enterrement. Quel est le but final? Ai-je demandé. Céleste a fermé le dossier. Mariage, accès légal. Séparer lentement Antoine de ses amis, de toi. Puis un contrôle financier total. Compte joint. Procuration s'il est assez stupide. J'ai expiré brusquement par le nez. Il n'est pas stupide. Je sais, dit Céleste. Juste amoureux. Et l'amour ne vérifie pas les profils LinkedIn. L'horloge a fait tic-tac dans la cuisine. J'ai remarqué la tarte que Céleste avait apportée, intacte sur le comptoir. Cerise, sa préférée. Elle avait dû la faire ce matin, pensant que cela pourrait adoucir le choc. Ça n'a pas été le cas. Je veux tous les documents, ai-je dit finalement. Tu les as. Je veux dire, les copies numériques aussi. Céleste a hoché la tête. Déjà dans ta boîte mail. J'ai pris le dossier, je l'ai tenu contre ma poitrine, pas par sentimentalisme, mais comme si c'était une armure. Est-ce que c'est mal, ai-je demandé, de ne pas me sentir triste? Céleste m'a regardé. Vraiment regardé. Non. C'est la clarté. C'est ce que c'est. C'est juste rare que ça arrive d'un seul coup. Nous nous sommes assises. Elle s'est versé une tasse de monté cette fois. Je suis restée silencieuse un moment. Est-ce que ta fille t'a déjà pardonné? Ai-je demandé. Céleste a remué son thé. Elle m'a détestée pendant 2 ans. Ne m'a pas parlé pendant tout ce temps. Puis elle a vu un reportage. Un homme différent, une femme différente, la même histoire. Elle m'a appelé à minuit en pleurant. Elle a souri, mais ses yeux brillaient. Elle a dit, « Tu m'as sauvée, maman. » Puis elle a raccroché. Il a fallu encore 1 an pour qu'elle revienne à la maison. J'ai hoché la tête. Elle est mariée maintenant. Des enfants. Mariée, dit Céleste, à un homme qui a une mère. Elle plaisante en disant que je l'ai entraînée à flairer les bons. Nous avons toutes les 2 souri. Puis le sourire s'est estompé. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» a demandé Céleste. J'ai baissé les yeux sur le dossier, sur le visage d'Émilie, ou de Nadia, sur une photo granuleuse de la préfecture. Je veux lui donner la vérité, ai-je dit. Mais pas seulement en tant que mère. En tant que femme qui voit clair, qui le respecte assez pour le laisser choisir une fois qu'il aura vu par lui-même. Céleste a hoché la tête lentement. Alors nous lui donnerons cette chance. Avec des preuves, sans panique. En partant, elle m'a serré l'épaule. Appelle-moi si tu as besoin de renfort, dit-elle. Je n'en aurai pas besoin, ai-je répondu. Mais merci. Je suis restée à la fenêtre après qu'elle soit partie en voiture, regardant la route disparaître derrière elle, tenant le dossier plus fermement. Dehors, le vent agitait les feuilles. À l'intérieur, tout était calme, mais pas silencieux. Parce qu'en moi, quelque chose avait changé. Pas de la colère, pas du chagrin. De la détermination. Céleste a appelé à 7h03 du matin. Précise. Elle ne perdait jamais de temps avec les politesses. Je l'ai trouvé. Jacques Rivière. Il vit à 2 villes d'ici. Travaille dans un magasin d'accastillage. A un chien nommé Barney. Divorcé. Pas d'enfant. Elle a fait une pause. Le même Jacques de l'affaire en Arizona. Celui que Nadia, alias Émilie, avait accusé d'être violent. J'ai fermé les yeux. Elle a retourné la situation contre lui. Bien sûr, dit Céleste. C'est son jeu. Blesser d'abord, mentir ensuite, fuir en 3e. J'ai attendu midi pour l'appeler. Il me semblait mal de replonger quelqu'un dans la douleur avant même qu'il ait bu son café, mais c'était aussi nécessaire. Il a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était rauque mais alerte. Jacques à l'appareil. Bonjour, Jacques. Je m'appelle Hélène Dubois. Je sais que c'est inattendu, mais je pense que nous avons quelqu'un en commun.
Un temps. Puis, plus bas, laissez-moi deviner. Elle s'appelle maintenant Émilie. Oui. Il a expiré comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Nous avons convenu de nous rencontrer à mi-chemin. Un banc dans un parc public, en face d'une quincaillerie usée. Jacques portait un sweat à capuche bleu marine délavé, un jean et le genre de chaussures qui vous disent qu'un homme marche beaucoup. Une cicatrice partait du côté de sa tempe jusqu'à derrière son oreille. Il n'a pas tendu la main, a juste hoché la tête et s'est assis. « Vous avez un fils » dit-il. « Oui, Antoine. Elle l'épouse dans une semaine. » Il a secoué la tête, lent et triste. « Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, dit-il. A dit que je l'avais poussée dans les escaliers quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je l'ai cru pendant un moment. Je me suis même demandé si je l'avais fait, dans un accès de rage aveugle ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle fait. Elle entre dans votre tête, réécrit les parties de vous que vous pensiez être bonnes. » Sa voix s'est brisée, puis s'est raffermie. Elle a volé 48 000 €, m'a vidé. A dit que c'était pour des traitements de fertilité. J'ai contracté des prêts, vendu mon bateau. J'écoutais, sans interrompre. J'ai laissé les mots s'installer entre nous comme des braises, ardentes mais intouchables. Elle a laissé un mot sur le frigo, a-t-il continué. A dit que j'étais trop brisée pour être aimée. Il m'a regardé. Vous avez l'air de quelqu'un qui fait des pâtisseries. J'ai raison. J'ai scié, surprise, puis j'ai hoché la tête. Oui. Elle m'a fait une tarte une fois. Myrtille, ma préférée. Je pensais que c'était de l'amour. Il s'est avéré que c'était juste un appât. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis j'ai sorti le dossier de mon sac et je le lui ai tendu, le même que Céleste m'avait donné. Il ne l'a pas ouvert, l'a juste posé sur le banc à côté de lui comme s'il était trop lourd à tenir. « Elle appelle votre fils mon petit canard » a-t-il demandé soudainement. J'ai froncé les sourcils. Oui, elle a dit que c'était une blague entre eux. Jacques a reniflé. Elle m'appelait comme ça aussi. Il s'est essuyé le visage. Elle a un modus operandi. Je me suis éclairci la gorge. Je ne vous ai pas appelé pour ouvrir des blessures, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être participer à l'empêcher de recommencer. Son regard s'est aiguisé. Vous préparez quelque chose. Je prépare la vérité, ai-je dit, livré les yeux grands ouverts. Pas de cris, pas de drame, juste la lumière du jour. Jacques a hoché la tête. Puis, vous voulez que je parle à votre fils? Non, ai-je dit. Pas encore. Je veux que vous soyez dans la pièce quand il verra la vérité. S'il ne croit toujours pas, peut-être que là, vous parlerez, mais seulement si vous êtes prêt. Il a détourné le regard, la mâchoire contractée, puis a lentement hoché la tête. Je viendrai. Alors que nous nous levions, il m'a regardé de côté. Vous êtes plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà fini de pleurer, ai-je dit. Maintenant, il s'agit de le protéger, qu'il m'en remercie ou non. Jacques a esquissé un demi-sourire. Pas joyeux, juste respectueux. Il y a de la force dans le savoir, dit-il. Oui, ai-je répondu. Même si cela vous coûte tout le reste. Il a fait une pause avant de se tourner. Merci de m'avoir appelé, dit-il. La plupart des gens ne demandent pas aux fantômes s'ils veulent une seconde chance. Il est parti sans prendre le dossier. Je l'ai ramassé et je l'ai serré contre moi. Il sentait légèrement l'encre d'imprimante et le citron, l'odeur du bureau de Céleste. En rentrant en voiture, j'ai pensé à la tarte que je n'avais pas faite, au câlin que je n'avais pas offert, aux larmes que je n'avais pas versées. Et j'ai pensé à Jacques, une autre victime silencieuse d'une femme qui savait sourire et trancher en même temps. Mais nous n'étions pas des fantômes. Plus maintenant. Le collier de perles autour de mon cou semblait plus lourd que d'habitude. Pas physiquement, mais de la manière dont les souvenirs peuvent vous accabler, même lorsque vous êtes sur votre 31 et que vous marchez avec détermination. J'avais porté ces perles le jour de mon mariage, au premier anniversaire d'Antoine, le jour où nous avons enterré son père. Et maintenant, le jour où je commençais à défaire l'avenir que j'avais autrefois financé avec espoir. Je me tenais à la table de la cuisine, le dossier ouvert à côté de moi. Contrat, facture, reçu numérique. J'avais payé pour presque tout. Le traiteur, l'acompte de la salle, les fleurs, l'officiant, même le quatuor à cordes sur lequel Émilie avait insisté pour l'ambiance. Mon nom figurait sur chaque transaction. Mais cela allait changer. Les appels furent brefs,
professionnel, froid, si je suis honnête. Oui, j'aimerais mettre à jour le contact de facturation au dossier. Non, ce n'est pas une annulation, simplement une réaffectation de responsabilité. Oui, je comprends les pénalités. Non, je ne suis pas intéressé par un report. À midi, tous les principaux fournisseurs avaient mis à jour leur dossier. Quelques-uns exigeaient une confirmation écrite. Je les ai envoyés aussi, avec un doux sourire et un esprit plus clair que je ne l'avais eu depuis des semaines. À 14 heures, la boîte de réception d'Émilie commencerait à se remplir de nouvelles factures, toutes marquées « payables immédiatement ». À 17 heures, la carte de crédit qu'elle utilisait autrefois, la mienne bien sûr, serait refusée, désactivée et déchiquetée. L'acte final de rupture financière. Je ne l'ai pas fait par dépit. Je l'ai fait parce que j'avais autrefois confondu le silence avec la paix. Et maintenant, je comprenais que parfois, les actions les plus silencieuses sont les plus éloquentes. Plus tard dans la journée, je suis allé au cimetière. Ce n'était pas une visite planifiée. Ma voiture a simplement tourné vers la colline, de la même manière que vos mains trouvent la vieille couverture dans une tempête. Réflexe, pas intention. L'air de fin août était chaud et venteux, du genre qui s'enroule autour de vos épaules comme un vieil ami. Je me suis garé sous le chêne que nous avions choisi ensemble des années auparavant. Sa place avait une vue sur la vallée, les fleurs sauvages, le ciel ouvert. « Salut !» ai-je murmuré, en balayant les feuilles de la pierre tombale. Je me suis agenouillé à côté, en faisant attention de ne pas salir mon pantalon. Dans mon sac se trouvait une petite boîte en velours, usée mais propre. Je l'ai ouverte lentement, comme si le temps s'était replié autour des charnières. À l'intérieur se trouvaient ces boutons de manchette, cerclés d'or, de forme ovale avec de minuscules initiales gravées. GL. Jonathan les avait portés à chaque grande occasion, entretien, baptême, dîner où nous prétendions ne pas être fatigués d'être parents, et bien sûr, notre mariage. Je les avais gardés toutes ces années. Ils ne valaient pas grand-chose en euros, mais en mémoire, ils étaient inestimables. Je pense que tu saurais quoi faire, ai-je murmuré. Le vent s'est légèrement levé, soulevant les bords de mon foulard. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, ai-je continué. Et Antoine, il est trop impliqué pour voir clair. J'ai avalé ma salive, mais j'ai vu. Et maintenant, je fais ce que je peux. J'ai posé la boîte délicatement contre la pierre tombale, la calant là où l'herbe rencontrait le granit. Ce n'était pas un adieu dramatique, juste un geste symbolique. Un geste non pas pour lui, mais pour moi, parce que le porter plus longtemps la peur, le doute, la douleur ne ferait que me ralentir, et j'avais besoin d'être vive. En me relevant pour partir, j'ai touché la pierre une dernière fois. Mes doigts se sont attardés sur son nom. Jonathan Lambert. Époux bien-aimé, ami fidèle, lumière constante. Et à cet instant, j'ai réalisé que je ne demandais pas sa permission. Je l'informais de mon plan, confiante qu'il serait fier. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise à la table de la cuisine et je me suis versé une tasse de thé. La même tasse qu'il y a des semaines. Celle avec la minuscule fissure le long du bord. Toujours utilisable, toujours solide, juste différente. Comme moi. Demain arriverait vite, et la tempête aussi. Mais ce soir, j'ai laissé le silence s'asseoir à côté de moi, non pas comme un ennemi, mais comme un vieux compagnon, parce que parfois, le changement le plus silencieux est le plus puissant de tous. Le matin du mariage est arrivé tranquillement. Pas de fanfare, pas de rafale de textos ou d'horaires ou de corsage, juste une maison silencieuse, le tic-tac de l'horloge de la cuisine, et la lente respiration d'une femme qui avait déjà fait son deuil. J'ai ouvert mon placard et je suis resté immobile un instant. J'ai ignoré le chemisier en satin rose poudré qu'Émilie avait un jour complimenté, trop vif, trop empressé. J'ai sauté la robe en lin bleu pâle que j'avais achetée dans l'espoir d'une cérémonie printanière ensoleillée. Ma main s'est arrêtée tout à droite. La simple robe noire, longueur genou, en mélange de laine, col montant, celle que j'avais portée aux funérailles de Jonathan. Elle n'attirait pas l'attention. Elle portait le silence. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur le lit. L'article suivant était une épingle à cheveux en argent. Fine, discrète. Elle avait appartenu à ma mère, un minuscule croissant de lune sculpté à l'extrémité. Émilie l'avait remarqué lors de notre premier déjeuner. Une pièce si intemporelle, avait-elle dit, tendant la main par-dessus la table pour la toucher sans demander. Je ne l'avais pas portée depuis. Aujourd'hui, je l'ai piquée dans mes cheveux avec des mains calmes et des yeux qui ne sciaient pas dans le miroir. Il y a une force à choisir ce que le monde voit. Aujourd'hui, je ne
M'habillais pas pour leur approbation. Je m'habillais pour la mémoire et pour le contrôle. Parce que même le deuil, si on le porte correctement, peut ressembler à de la grâce. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto du fleuriste. L'un des derniers fournisseurs à qui j'avais parlé. Le message était bref. La mère de la mariée dit que la facture doit être erronée. Pas à son nom. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appuyé sur le nom d'Antoine. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était pressée mais joyeuse. « Salut, maman. Tout va bien ?» J'ai souri. Non pas parce que j'avais envie de sourire, mais parce que le son de sa voix me faisait encore quelque chose. Ramenait encore l'image d'un garçon aux genoux écorchés et aux chaussettes dépareillées. « Je voulais juste te dire, » commençai-je lentement, « que je ne viendrai pas aujourd'hui. » Une pause. « Attends, quoi ?» J'ai inspiré doucement. J'ai décidé d'aller sur la Côte d'Azur, après tout, pour le week-end. Je pense qu'un peu d'air marin me ferait du bien. C'était la première fois que je mentais à mon fils. Et le mensonge semblait doux, comme un rideau de soie entre nous. « Oh, dit-il. Eh bien, je pensais que tu pourrais. » Il n'a pas terminé. « Je vous souhaite une belle cérémonie, dis-je doucement. Vraiment. » Et puis j'ai ajouté, « Dis à Émilie, que j'espère qu'elle obtiendra tout ce qu'elle a mérité. » Il y avait quelque chose dans ma façon de le dire. Même moi, j'ai entendu le poids sous les mots, mais Antoine ne l'a pas perçu. Il était trop occupé à être reconnaissant que je ne fasse pas de scène. « Merci, maman. Vraiment. J'apprécie que tu comprennes. Ça compte beaucoup. » Nous avons raccroché et j'ai posé le téléphone sur la table à côté de mes clés. Puis je me suis assise un moment, toujours habillée, toujours composée, et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme un châle. Je n'allais pas sur la Côte d'Azur, mais Émilie ne le savait pas, et Antoine ne le saurait pas. Pas encore. Dans le calme de cette pièce, je n'ai rien répété. Pas de discours, pas de confrontation, pas de révélation dramatique. Juste une simple vérité que je portais maintenant comme une armure. Ils avaient construit leur illusion. Mais j'avais construit la mèche. Et alors que j'enfilais mes talons noirs, les mêmes que je portais quand j'ai dit au revoir à l'homme qui avait autrefois protégé cette famille, je me suis murmuré, « Cette fois, c'est moi qui protège. » Le parking était déjà plein quand je suis arrivé. Voiture noire, voiture blanche, une Bentley couleur champagne que je ne reconnaissais pas, probablement la sienne. Je ne me suis pas garé près de l'entrée. Je me suis mise en marche arrière dans une place près des haies latérales, positionnée pour une sortie rapide si nécessaire. La chapelle se dressait au bord d'un domaine privé, moderne avec une architecture de verre acéré qui donnait aux arbres environnants l'air de surveiller. J'ai attendu 10 minutes dans la voiture avant de sortir. Personne ne m'a vu. C'était le plan. J'ai choisi l'entrée du jardin, un portail latéral destiné au personnel ou aux fleuristes, encore légèrement entrouvert. Les gonds ont grincé faiblement, juste assez pour me le rappeler. Chaque pas en avant ferait écho. J'ai marché lentement le long du chemin de pierre, mes chaussures s'enfonçant légèrement dans les bords moussus. Au-dessus, le quatuor à cordes venait de commencer à s'accorder, le long coup d'archet d'un violoncelle, le tri hésitant d'un violon. Les invités affluaient encore à l'intérieur. Des rires, des salutations polies, ce bavardage aigu que les femmes utilisent pour prouver qu'elles ont leur place. Je suis restée cachée parmi les camélias. Je pouvais voir les portes en verre d'où je me tenais, grandes ouvertes maintenant, encadrées par des arches florales blanches. Tout était net et symétrique. Pas un pétale de travers. Il n'avait pas lésiné sur les moyens. Ou plutôt, je ne l'avais pas fait. Les rangées de chaises étaient déjà pleines. La famille d'Émilie d'un côté, guindée et stylée. Les amis d'Antoine, souriants et inconscients. Et il était là, mon fils, ajustant son poignet, debout à l'autel dans un costume gris sur mesure, beau, nerveux, inconscient. Je me suis glissée à l'intérieur juste avant que la musique ne change. Personne n'a remarqué. Pas encore. L'entrée du jardin donnait sur un couloir étroit derrière la salle de cérémonie principale, séparé par une rangée de piliers de marbre et de rideaux blancs diaphanes. Je me suis tenue derrière l'un d'eux, le deuxième en partant du fond. De là, je pouvais tout voir, mais personne ne pouvait me voir. C'était comme regarder une scène depuis les coulisses. L'officiant s'est avancé. La salle s'est tue. Quelqu'un au premier rang a murmuré « La voilà !» Et puis la musique a de nouveau changé. Ce piano lent et ample. Le signal de la mariée.
J'ai retenu mon souffle, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne voulais même pas que le son de ma respiration n'interrompe le spectacle qu'ils avaient si soigneusement orchestré. J'ai regardé Émilie apparaître, parfaitement encadrée entre les deux portes, le bras lié à un homme que je ne connaissais pas. Il portait un costume noir, son visage professionnellement composé. Je me suis demandé ce qu'il savait. Elle marchait comme quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie que le monde devait s'arrêter quand elle entrait. Et il s'est arrêté. Les téléphones se sont levés silencieusement. Les invités ont souri. Certains ont réprimé des larmes. Elle a descendu l'allée, pas à pas. Sans jamais regarder à gauche. Sans jamais regarder à droite. Juste les yeux rivés sur Antoine, qui lui souriait de la manière dont les fils sourient quand ils croient encore en tout. Ma main a effleuré le pilier, froid au toucher. Je ne tremblais pas. Plus maintenant. Derrière moi, une brise a agité le rideau du jardin. Un pétale s'est envolé, atterrissant près de ma chaussure. Rose tendre, parfumée, comme ceux sur lesquels Émilie avait insisté pour les bouquets. Je l'ai enjambé. Le moment approchait, et j'étais exactement là où je devais être. Pas dans la foule, pas sur le chemin, mais observant, écoutant, attendant. La musique a de nouveau enflé, mais cette fois, je n'ai pas regardé les invités. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à Antoine. Mes yeux étaient fixés sur elle. Émilie. Elle était maintenant à mi-chemin de l'allée, glissant comme de la fumée dans cette robe Dior à 12 000 €. Des couches d'organza ivoire scintillaient à chacun de ses mouvements. Cher, théâtral et creux. Mais ce n'était pas la robe qui m'a coupé le souffle. C'était le collier, mes perles, le même rang qui se trouvait autrefois dans la boîte en velours bleu au fond de ma commode. Celui que je n'avais pas touché depuis les funérailles de mon mari. Celui que j'avais promis de garder pour quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que signifiait porter quelque chose d'ancien, de sacré. Et elle était là, les portant comme si elles étaient à elle. Je ne sais pas quand elle les a prises. Peut-être le jour où elle m'a aidé à réorganiser mon placard. Peut-être quand elle est restée dormir pendant cette fausse dispute avec Antoine. Quand elle a fait semblant d'être vulnérable. Tout ce que je sais, c'est qu'elle les portait délibérément. Ce n'était pas juste un bijou. C'était un message. Elle voulait être vue. Elle voulait que le monde croie que je les lui avais donnés, que je lui avais donné mon approbation, que je lui avais tout donné. Je n'ai pas bougé, pas scié. Mes mains sont restées cachées dans les plis de mon manteau. Je savais qu'il ne fallait pas perturber une performance alors que l'actrice principale était encore sous les projecteurs. À l'hôtel, Antoine a pris sa main, et pendant un instant, je l'ai vu, ce petit tressaillement presque invisible avant qu'elle ne sourie à nouveau. Elle l'a transformé en un petit rire, a incliné la tête juste comme il faut, a pressé sa joue contre son épaule. Les obturateurs des appareils photo ont cliqueté. Les invités ont soupiré. Tout se déroulait selon le script. L'officiant s'est avancé. Il était jeune, la trentaine, avec une voix enthousiaste et polissée. « Chers amis », a-t-il commencé, « nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union d'eux. » J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. Personne n'a remarqué. Ils regardaient tous l'hôtel. J'ai ouvert le message que j'avais préécrit et j'ai fait planer mon pouce au-dessus de l'écran. J'ai jeté un dernier regard sur elle. Les perles brillaient sous le lustre en cristal, captant la lumière comme des mensonges gelés. Elle a balayé la foule du regard, si sûre d'elle, si certaine que ce jour scellerait l'histoire qu'elle s'était écrite. Elle ne savait pas que le dernier chapitre ne lui appartenait pas. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Juste un mot, maintenant. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche et je me suis légèrement appuyé contre le pilier, le cœur calme. Dehors, je pouvais déjà entendre le moteur d'une voiture s'arrêter sur le gravier. À l'intérieur, l'officiant a continué. Le mariage est un lien bâti sur la vérité. J'ai failli sourire à ça, pas avec amertume, juste amusée par la symétrie. Émilie s'est légèrement tournée, sentant peut-être un changement. Elle a scruté la salle. Quelque chose dans sa colonne vertébrale s'est raidi, mais elle n'a pas craqué. Bien sûr que non. Elle s'était entraînée à survivre. Sourire. Performance. Gagner, même si cela signifiait utiliser les perles d'une femme morte pour y parvenir. Une goutte de sueur a perlé le long de la tempe d'Antoine. Il a ajusté son col, lui a murmuré quelque chose. Elle a hoché la tête et a ri à nouveau, un son trop vif, trop net. Le public a bu ses paroles. Tout le monde était envoûté par l'illusion. Tout le monde sauf moi et l'homme qui remontait maintenant le sentier du jardin, Jacques Rivière.
Il serait aux portes dans moins de 30 secondes. Mon cœur ne battait pas la chamade. Pas par vengeance, pas par peur, juste par gravité. Comme si quelque chose attendu depuis longtemps arrivait enfin, comme si l'équilibre des choses était sur le point de se rétablir. La voix de l'officiant a de nouveau retenti. Si quelqu'un ici présent s'oppose à cette union. Et ce fut la dernière phrase que quiconque entendit avant le fracas. Les lourdes portes en bois se sont ouvertes brusquement. Pas de musique, pas d'annonce, juste le grincement des gonds brisant le rythme d'une cérémonie soigneusement orchestrée. Toutes les têtes dans la chapelle se sont tournées, sauf la mienne. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui arrivait. Jacques Rivière est entré comme un homme qui était déjà entré dans de nombreuses pièces comme celle-ci, mais jamais une aussi personnelle. Pantalon noir, blazer gris, pas de cravate, et dans sa main un mince dossier en cuir, éraflé sur les bords, mais tenu avec détermination. L'officiant s'est figé en pleine phrase. Antoine a regardé Jacques comme s'il n'était pas réel. Émilie, elle, s'est retournée lentement. Son sourire n'a vacillé qu'une fraction de seconde. Mais c'était assez. Assez pour que Jacques le voie. Assez pour que je sache. Elle l'avait reconnu. Il n'a pas eu besoin de crier. Mais il l'a fait. Nadia Haye. Le nom a claqué dans la chapelle comme un coup de fouet. Des halètements. Une onde de confusion. Les têtes se sont tournées de Jacques à la mariée, puis de nouveau à Jacques. Même la fleuriste près de l'autel a laissé tomber un seau de roses. Émilie est restée clouée sur place, son visage se vidant de ses couleurs. Les perles à son cou semblaient soudain plus lourdes. « Je suis désolé d'interrompre », a continué Jacques, s'avançant davantage. Mais je ne pouvais pas laisser ce mariage se produire sans que la vérité soit dite. Parce que ce n'est pas Émilie Dubois qui se tient là-haut. Il a brandi le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, d'actes de mariage, de casiers judiciaires, de photos, tout ce que Céleste avait trouvé et plus encore. C'est Nadia Haye, une escroc connue, qui a utilisé 6 pseudonymes dans 3 États. Et ce n'est pas le premier homme qu'elle essaie d'épouser sous un faux nom. Personne ne m'a regardé, et c'est ce que je voulais. Ce n'était pas ma bataille. Ça ne l'avait jamais été. J'étais juste la femme qui avait passé le coup de fil. Émilie s'est avancée, la voix tendue, mais s'accrochant encore au contrôle. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez partir. C'est un événement privé. Voulez-vous que je liste les autres, Nadia? La voix de Jacques était calme. Ben et Alexandre, Michael attend pas. Dois-je continuer? Elle a légèrement secoué la tête, comme si cela seul pouvait l'effacer. Antoine a parlé pour la première fois. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce qui se passe? Jacques s'est tourné vers lui, s'adoucissant un instant. Je suis désolé, mon garçon. Tu ne me connais pas, mais j'étais toi il y a 5 ans. Elle a failli avoir ma famille, ma maison, mon identité. Je m'en suis sortie avec un avertissement. Toi, peut-être pas. J'ai observé Antoine attentivement. Ses doigts ont lâché les siens. Le plus petit des mouvements. Mais je l'ai vu, le changement. Je n'ai aucune idée de ce dont il parle, a sèchement rétorqué Émilie. Mais sa voix est montée d'un ton, plus stridente, moins composée. Il est clairement dérangé. Quelqu'un peut-il appeler la sécurité? Personne n'a bougé. L'officiant a reculé. Les invités la fixaient maintenant, non plus avec admiration, mais avec confusion, suspicion, doute. Jacques n'a rien dit de plus. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement posé le dossier délicatement sur le premier banc et est sorti. Le silence qu'il a laissé derrière lui ressemblait à un coup de tonnerre. Émilie se tenait seule à l'autel maintenant. Pas de marié lui tenant la main, pas d'invité applaudissant, juste l'écho d'un nom qu'elle pensait avoir enterré. Je suis restée cachée derrière le pilier, toujours calme. Mais à l'intérieur, il n'y avait aucune célébration, seulement la vérité. Seulement le bourdonnement silencieux de la justice arrivant non pas avec des sirènes, mais avec des documents et une porte ouverte. Antoine a baissé les yeux, le visage cendré. Il ne lui a pas parlé, n'a pas crié, n'a pas pleuré. Il s'est juste tourné, a descendu les marches, et est sorti par les mêmes portes que Jacques avait utilisées. Un invité est entré, un fils est parti, et la mariée, toujours debout, serrant toujours des perles volées qui ressemblaient maintenant à des chaînes. Le silence s'accrochait à l'air comme une humidité épaisse. Émilie se tenait figée à l'autel, les perles serrées autour de son cou, ses lèvres entr'ouvertes comme si un mensonge à moitié formé avait été abandonné.
Antoine avait suivi Jacques à mi-chemin de l'allée avant de s'arrêter. Il s'est retourné. Il n'est pas revenu vers elle. Il s'est tenu au milieu, coincé entre la vérité et la femme qu'il pensait aimer. J'ai besoin que tu me dises que ce n'est pas vrai, dit Antoine. Sa voix était douce, mais je pouvais entendre la panique monter sous chaque mot. S'il te plaît, Amy, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas Nadia Haye. Émilie a tressailli. Je t'ai dit que je n'ai aucune idée de qui est cet homme, dit-elle, les bras écartés dans une fausse incrédulité. Il est fou, obsédé. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais il avait des papiers, insista Antoine. Des photos, des noms, des adresses. Les photos peuvent être truquées, lança-t-elle. N'importe qui peut monter un dossier et se présenter en se faisant passer pour une victime. Tu le crois lui plutôt que moi? Je pouvais voir la guerre à l'intérieur de mon fils. La logique combattant l'amour, l'embarras combattant la fierté. Et juste au moment où il semblait qu'il pourrait retourner vers elle, une autre voix a dit quelque chose. Pas de sa bouche, mais du téléphone de Céleste. Céleste se tenait tout au fond de la salle, près des vieilles portes en bois. Elle a levé le téléphone bien haut, a tapé sur l'écran et a lancé l'enregistrement audio. Le son était faible mais perçant. Honnêtement, je pensais que la vieille dame serait déjà morte. Tu as vu comment elle boite, comme un chevreuil pris dans les phares. Je pourrais claquer des doigts et elle signerait n'importe quoi. 92 000 €. C'est une bonne affaire. La voix d'Émilie, claire, narquoise. Des halètements. Des chaises qui craquent. Quelqu'un a laissé tomber un bouquet. Le visage d'Antoine s'est vidé de sa couleur. Émilie s'est précipitée en avant. C'est un faux. Quelqu'un a monté ça. Son fils est pathétique. Tellement avide de croire que quelqu'un l'a choisi. Il est comme un chien errant. Tu le nourris une fois et il te suit jusqu'à la maison. J'aurai la maison dans 3 mois, maximum. Antoine a reculé comme s'il avait été giflé. Il a scié. Ses lèvres ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Il a porté ses mains à ses tempes comme pour essayer d'effacer les sons. Le 3e clip a été joué. Après le mariage, on va directement chez le notaire. Les formulaires de procuration sont déjà dans le dossier. Elle pense que c'est un transfert de cadeau de mariage. Elle ne saura pas ce qui lui arrive. C'était le coup de grâce. Émilie s'est retournée. Son aplomb s'est effondré. Non, ça a été sorti de son contexte. Elle s'est approchée d'Antoine. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as promis qu'on construirait une vie ensemble. Il la dévisagea, toujours sans parler. Mais quelque chose en lui s'était visiblement fracturé. L'officiant a discrètement fermé son classeur. Un invité s'est levé et est sorti, puis un autre, et encore un autre. Émilie s'est tournée pour faire face à la salle. Son mascara avait commencé à couler, non pas à cause des larmes, mais de la panique, de la sueur et de la rage. Elle m'a cherché du regard, mais j'avais reculé juste assez pour être dans l'ombre. Ses yeux se sont posés sur Céleste à la place. C'est vous qui m'avez piégé, siffla-t-elle. Vous m'avez espionné. Céleste n'a pas bronché. Elle n'a dit qu'une chose. Tu t'es piégée toute seule. Antoine a finalement bougé. Il n'a pas crié, n'a pas jeté le bouquet, n'a pas maudit. Il a simplement fouillé dans la poche de sa veste et a sorti l'alliance, l'a tenue entre le pouce et l'index comme si c'était quelque chose d'étranger, de non familier. Et puis il l'a laissée tomber sur le sol. Elle a rebondi une fois sur le marbre. Un son plus fort que n'importe quel cri. Émilie se tenait seule maintenant. Mariée, robe, perles, mensonges. Le fantasme brisé, et dans les ruines, personne ne s'est précipité pour la sauver. Je n'ai pas souri. Pas encore. La justice n'est pas une question de joie. Parfois, c'est juste le retrait silencieux de l'illusion. Pièce par pièce, mensonge par mensonge. Je pensais que rien ne pourrait suivre le son de cette alliance heurtant le marbre. Mais ensuite, Jacques a levé la main, lentement, délibérément, et a lancé un dernier fichier sur son téléphone. Il a regardé Antoine, pas Émilie. Mon fils. Je n'allais pas jouer ça, dit-il, la voix basse. Mais je pense que tu mérites de savoir ce que ta fiancée pense de ta famille, de ta mère. J'ai senti mes poumons se bloquer. Jacques a appuyé sur play. C'est juste une blague. La vieille bique est désespérée d'avoir des petits-enfants. Le temps ne s'est pas arrêté. Il a tranché net au milieu de la chapelle, à travers la colonne vertébrale de mon fils, à travers le sol sous nos pieds.
Les mots ont résonné, non pas parce que Jacques les a rejoués, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être répétés. Ils s'accrochaient. Ils résonnaient dans le silence entre les battements de cœur. J'ai vu le corps d'Antoine s'immobiliser. Il n'a pas halté. Il n'a pas parlé. Il s'est juste figé. Ses yeux se sont déplacés lentement, comme s'il rejouait quelque chose qu'il avait autrefois ignoré ou essayé de rationaliser. Quelque chose qu'il savait mais ne s'était pas permis de croire. Il a légèrement tourné la tête, regardant dans ma direction. Et c'est là que je l'ai senti. Le changement. Pas de pitié, pas de culpabilité. De la reconnaissance. Un homme réalisant qu'il avait tendu un couteau à quelqu'un et qu'elle l'avait utilisé sur la personne qu'il avait élevée. Émilie a brisé le moment avec un rire qui ressemblait plus à un aboiement. « Oh, allons, dit-elle. C'est ça qui te brise ? Pas l'audio, pas les faux papiers, une petite blague sur ta maman ?» La foule n'avait pas bougé. L'officiant s'était complètement écarté. Même les musiciens sur le côté de la salle étaient assis, rigides, les mains loin de leurs instruments, attendant de voir quel serait le prochain temps. La voix d'Antoine est sortie si doucement que je l'ai à peine entendue, mais chaque syllabe a atterri comme un clou dans le bois. « Tu as traité ma mère de blague. » C'était la ligne, le point de non-retour. Il l'a dit sans fureur, sans larmes, juste avec dévastation. Comme quelqu'un qui regarde enfin la maison qu'il a construite et réalise que chaque brique était en cire. Émilie a ricané. « Oh, grandis un peu. » C'est une adulte qui n'arrête pas de tourner autour comme si elle était le centre de l'univers. « Prends un gâteau. C'est Hélène qui l'a fait. »« As-tu appelé ta mère ? » On devrait l'inviter à la dégustation. C'est épuisant. Ce rire à nouveau. Tout le monde sait qu'elle est obsédée par l'idée de jouer à la grand-mère. C'est triste, honnêtement. Un peu désespéré. Je n'ai pas bronché. J'avais entendu pire. Juste pas avec autant de gens qui regardaient. La mâchoire d'Antoine s'est contractée. Il n'a pas parlé. Il s'est juste tourné et a marché. Pas vers la porte, pas vers moi. Juste en avant. Il est passé devant elle, devant l'autel, devant les rangées d'yeux et de jugement. Et puis il s'est retourné, faisant face à tout le monde, y compris moi. « Ma mère, a-t-il commencé, m'a élevée seule après le décès de mon père. Elle travaillait de nuit et se présentait quand même à chaque sortie scolaire. Elle préparait des déjeuners même quand on avait à peine de quoi manger. Elle économisait de l'argent dans des enveloppes intitulées « mariage » bien avant que je te rencontre. » Il l'a regardé. « Je ne sais pas qui tu pensais épouser, mais je te promets qu'il n'existe plus. » Puis, et seulement alors, il s'est tourné vers moi. « Maman, dit-il doucement. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Mes jambes semblaient être des sacs de sable, ma gorge était à vif. Mais j'ai hoché la tête, parce que la vérité n'avait plus besoin de ma voix pour être réelle. Elle se tenait debout maintenant, visible, inévitable. Émilie est restée clouée sur place. Plus de charme. Plus de bluff. Juste une fille en perles entourée par les décombres de sa propre invention. Jacques a rangé son téléphone, n'a rien dit. Il avait fait ce pourquoi il était venu. Céleste a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a fait le plus petit des hochements de tête. Pas de triomphe, juste une résolution. Cette seule phrase. « Tu as traité ma mère de blague » n'avait pas besoin de réponse, parce que la réponse se tenait dans un voile déchiré et 12 000 € de regrets. Et pour une fois, ce n'était pas à moi d'expliquer quoi que ce soit. Plus maintenant. Je n'avais pas l'intention de m'avancer. Je m'étais dit que je resterais silencieuse, invisible, juste une ombre en marge de la foule, laissant la vérité parler d'elle-même. Mais c'est alors que c'est arrivé. Les yeux d'Émilie ont balayé la salle comme un animal traqué, se tournant vers la perturbation, les escaliers, le dénouement de tout ce qu'elle avait construit. Et puis son regard s'est posé sur le mien. Un temps, une lueur. Puis son doigt a pointé droit à travers les rangées d'invités, droit à travers le silence. « Toi » a-t-elle lancé, la voix montant, aiguë, au-dessus du silence. « Tu n'étais même pas invité. » J'ai laissé le moment s'étirer. Les gens se sont tournés. Les yeux ont suivi sa main tendue jusqu'à ce qu'il me trouve, immobile sous l'arche de l'entrée latérale du jardin. J'ai pris une respiration. Puis j'ai avancé, pas à pas, mesuré, calme, comme si je n'entrais pas sur un champ de bataille, mais que je retournais chez moi. Car à bien des égards, c'était le cas. « Tu as menti » a-t-elle craché, reculant vers l'autel. « Tu as dit à Antoine que tu allais sur la Côte d'Azur. »« C'est vrai » ai-je dit, m'arrêtant à mi-chemin de l'allée.
Et c'était un mensonge. Des halètements ont flotté comme des ailes de papier. Mais ce sur quoi je n'ai pas menti, c'est toi. Son visage s'est tordu. Pas de rage, pas de honte, de la panique. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement ses mensonges qui s'effondraient. C'était son histoire. Celle qu'elle pensait contrôler. Celle où j'étais la vieille mère désespérée s'accrochant à sa pertinence. J'ai regardé Antoine, dont le visage était pâle, figé. Il ne m'a pas arrêté. N'a pas bougé. Et ce silence m'a donné ma réponse. C'était mon moment maintenant. Vous savez ce qui est drôle? Ai-je dit, laissant ma voix porter dans l'espace sans avoir besoin de l'élever. Toutes ces années, j'ai pensé que le silence était une force, que laisser passer les choses signifiait que j'étais sage. J'ai lentement balayé la pièce du regard. Mais le silence ne protège personne quand on laisse les mensonges grandir dans les espaces vides. Émilie a croisé les bras. C'est pathétique. Tu essaies juste de te mettre au centre de l'attention. J'ai souri, très légèrement. Non, Émilie. Tu as essayé de faire ça avec mes perles, mon nom sur l'échec, l'affection de mon fils. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis juste là pour les reprendre. Un faible murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas des halètements cette fois. C'étaient des respirations qui changeaient. L'énergie qui se redirigeait. Tu veux de l'attention? Ai-je demandé. Très bien. La voici. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le petit dossier en cuir que je portais depuis le matin. Pas de documents légaux, pas d'enregistrement, juste un email imprimé en couleur. Je l'ai brandi, face visible. La tête d'Antoine s'est tournée. C'était le plan de table, celui que l'organisatrice d'Émilie avait envoyé, celui où mon nom avait été remplacé par « invité du marié plus sain », à déterminer. Pas de table, pas d'assiette, juste un substitut. Même des inconnus ont eu de meilleures places que moi, ai-je dit calmement. Parce que tu ne voulais pas de moi ici. Pas comme invité, pas comme famille, pas même comme la femme qui a élevé le marié. J'ai regardé directement Antoine maintenant. Tu aurais dû le savoir. Mais tu ne voulais pas. Sa gorge s'est nouée, ses yeux allant de moi à Émilie, à l'organisatrice, au sol, puis de nouveau à moi. Et là, c'était encore ça. Ce changement, cette lente prise de conscience que peu importe combien de temps vous essayez d'empêcher les morceaux de tomber, au moment où ils le font, c'est à vous de tout nettoyer. Émilie s'est approchée de moi, les lèvres retroussées. Tu aimes tellement jouer la martyre, n'est-ce pas? Non, ai-je dit simplement. J'ai juste arrêté de prétendre que je n'étais pas la cible. J'ai plié l'email et l'ai remis dans mon sac. Pas pour l'utiliser, juste pour me le rappeler. Puis j'ai fait un dernier pas vers elle. La prochaine fois, ai-je dit doucement, ne sous-estime pas la femme qui est restée silencieuse assez longtemps pour te laisser te pendre avec tes propres mots. Et sur ce, je me suis retournée et je suis partie. Pas besoin d'élever la voix. Pas besoin de s'attarder. Parce que pour la première fois depuis des années, tous les yeux dans la pièce m'ont enfin vu. Pas comme la mère d'Antoine, pas comme le compte en banque, pas comme le fardeau, mais comme Hélène Dubois, la femme qui venait de reconquérir son nom, sa voix et sa place dans l'histoire. Émilie ne s'est pas effondrée comme je l'aurais cru. Elle a brûlé. Tu le regretteras, a-t-elle hurlé alors que je me détournais. Sa voix, autrefois si soigneusement composée, a maintenant craqué à travers la chapelle comme du verre se brisant sous la pression. Je me suis arrêtée à mi-chemin de l'allée, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait quand personne ne viendrait la sauver. Antoine a finalement retrouvé sa voix. Émilie, arrête. Elle s'est tournée vers lui comme un animal acculé. Tu prends son parti après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait exactement, dit-il, plus fort maintenant, la mâchoire serrée. À part mentir, manipuler, humilier ma mère. J'observais depuis derrière une rangée de chaises. Personne n'est intervenu. Ni l'organisatrice de mariage, ni les demoiselles d'honneur, ni l'officiant, toujours maladroitement figé au milieu de l'allée avec son livre ouvert. Émilie a jeté son bouquet par terre. Cette femme ne se soucie pas de toi. Elle est juste amère et jalouse. Antoine s'est interposé entre elle et moi. Non. C'est ma mère. Elle était à mes matchs de foot quand personne d'autre ne venait. Elle était là après chaque lettre de refus, chaque fièvre, chaque fois que j'échouais. Il s'est tourné vers moi. Elle ne m'a jamais tourné le dos. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je les ai retenus. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de témoigner, silencieusement, fermement,
car quelque chose de plus profond que la vengeance se déroulait maintenant. Quelque chose appelé justice. Jacques a fait un pas lent en avant. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. J'ai déjà envoyé les dossiers à la brigade financière, dit-il, aussi clair que le jour. Fraude d'entreprise, fausse. Déclaration de revenus, usurpation d'identité sous les noms de Nadia Haye et Émilie Calahan. Les documents remontent à 5 ans. Des halètements à nouveau, mais pas du genre dramatique. Ceux-ci étaient vifs, aspirés entre les dents, le son que les gens font quand ils réalisent qu'ils sont en présence de quelque chose de réel. Émilie s'est figée. Pas le genre de paralysie où l'on est pris en flagrant délit de mensonge et où l'on essaie de se couvrir. Le genre où l'on réalise qu'on n'est plus la personne la plus intelligente de la pièce et qu'on ne l'a jamais été. Un grand homme en blazer sombre est entré depuis le vestibule. Il ne faisait pas partie du mariage. Ni la femme en tailleur bleu marine derrière lui. Ils n'ont pas eu besoin de montrer leurs insignes. On pouvait le sentir dans la façon dont l'air a changé. Calme, inflexible, officiel. Émilie Calahan, dit fermement l'homme. Elle a eu l'air de vouloir courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Des chaises blanches, une arche florale, et une chapelle pleine de témoins. Qu'est-ce que c'est, siffla-t-elle. C'est un mariage. L'agent a hoché la tête. Oui, et maintenant c'est une scène de crime. L'agente a doucement saisi le poignet d'Émilie. Ce sera sans douleur si vous coopérez. C'est à ce moment-là que les cris ont commencé. Je suis en robe de mariée, hurla Émilie. Vous ne pouvez pas arrêter une mariée. Elle s'est agrippée à Antoine. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Antoine, s'il te plaît. Il n'a pas bougé. Il l'a juste regardé. Et je n'oublierai jamais ça. Pas avec rage ou même pitié. Juste avec incrédulité. Un homme regardant l'illusion se fissurer de part en part. Jacques s'est mis à côté de moi. Il n'a pas dit un mot, a juste hoché la tête une fois. Sa part était faite. Les agents l'ont fait passer devant moi. Les mains menottées, le voile déchiré, le maquillage coulant, ses yeux fixés sur les miens pendant une seconde. C'était presque un miroir de la scène précédente, sauf que maintenant, elle ne pointait plus du doigt. Elle suppliait. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit un seul mot. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire, c'est ne rien faire du tout. Alors qu'ils ouvraient les portes de la chapelle, la lumière du soleil a inondé l'espace derrière elle. La plus belle lumière que j'ai vue de toute la journée. Elle a trébuché en y entrant et a disparu. J'ai regardé Antoine, qui se tenait entouré d'invités, dont aucun ne savait quoi faire ensuite. Les fleurs pendaient. Le gâteau était intact. La musique s'était arrêtée depuis longtemps. Tout ce qui restait, c'était le son de la vérité s'installant dans la pièce comme de la poussière après une explosion. Et moi, au fond, tenant toujours le sac avec le plan de table soigneusement plié à l'intérieur. Ma voix était calme lorsque j'ai parlé. À ceux qui se demandent si je suis venu ici pour détruire un mariage, ai-je dit en me tournant vers les invités qui me fixaient toujours. Non, je suis venu pour arrêter une fraude. Et puis je suis sorti, laissant derrière moi des pétales blancs sur le carrelage poli et un silence stupéfait qui résonnerait plus fort que n'importe quel vœu n'aurait jamais pu le faire. Il y a un silence qui ne vient qu'après la tempête. Un genre de silence qui n'est pas paisible. Il est lourd. La chapelle était encore pleine, mais pas de la même manière qu'une heure auparavant. Pas de joie, pas d'attente. Juste des invités assis, rigides sur leurs bancs, comme s'ils ne savaient pas s'ils avaient été témoins d'un crime, d'un miracle, ou de quelque chose entre les deux. Antoine se tenait seul sous l'arche. Pas de mariée, pas de musique, pas de mots jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse la gorge. Et même cela semblait étranger dans la pièce silencieuse. « Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, dit-il. » Sa voix s'est brisée une fois avant qu'il ne la stabilise. Je sais que beaucoup d'entre vous ont voyagé de loin, ont sacrifié leur week-end, ont réorganisé leur vie pour célébrer avec nous. Il a dégluti difficilement. Mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Quelques halètements audibles. Quelqu'un dans la 3e rangée a murmuré « Oh mon Dieu !» Antoine a continué « Émilie n'est plus quelqu'un que je reconnais, et ce n'est pas sur cette base que je veux construire une vie. » Il a brandi l'alliance qui était censée aller à son doigt. Je préfère recommencer avec la vérité, plutôt que de continuer avec un mensonge. Quelqu'un a applaudi. Un seul applaudissement, d'un homme près du fond. Puis un deuxième. Puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle offre les applaudissements les plus doux que j'ai jamais entendus.
Ce n'était pas pour le spectacle. C'était du respect. Du respect pour un homme assez courageux pour arrêter un mariage au lieu de s'y engager aveuglément. Antoine a levé la main pour calmer la salle. La réception a déjà été payée. La nourriture est prête. La musique est en place. La salle est prête. Il a fait un petit signe de tête épuisé. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi là-bas. Pas de discours, pas de danse, juste un merci d'être là, d'avoir vu. Personne n'a bougé tout de suite. C'est le problème avec des moments comme celui-ci. Les gens ne connaissent pas le protocole pour la grâce sous le feu des critiques. Mais lentement, ils se sont levés et l'ont suivi. Non pas parce que c'était une fête maintenant, mais parce qu'il y avait encore une dignité qui méritait d'être honorée. Je n'ai pas suivi tout de suite. Je suis resté sur le banc du fond, un fantôme à la cérémonie de mon propre fils qui n'en était pas une. Jacques s'est penché à côté de moi. Il a bien géré ça. J'ai hoché la tête. Il n'est pas parfait. Il n'a pas besoin de l'être. J'ai pris une longue et profonde respiration. L'air portait encore le faible parfum des roses et de la panique. J'ai regardé l'arche maintenant vide, les pétales éparpillés, les vies éparpillées. Puis je me suis levé. À la réception, l'orchestre jouait du jazz discret au lieu de ballades de mariage. Des assiettes de nourriture circulaient, mais personne ne se resservait. Les gens parlaient à voix basse, comme s'il assistait à un service commémoratif plutôt qu'à une célébration. D'une certaine manière, c'était le cas. La mort d'un fantasme, les funérailles d'un mensonge. Je me tenais près du coin arrière, à côté de la sculpture de glace qui fondait en une flaque sur la nappe en lin. Je ne souriais pas. Je ne buvais pas. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire en ne disant presque rien du tout. Antoine se déplaçait dans la salle, parlant doucement à des parents, serrant des mains, étreignant de vieilles tantes. Il ne pleurait pas, mais il ne feignait pas non plus la force. Il m'a finalement trouvé. Maman. Il n'a rien dit de plus au début. Moi non plus. Il est juste resté là, à côté de moi, comme nous le faisions les matins froids avant l'école. Tous les deux attendant le bus, sans parler, mais sachant tous les deux que tout irait bien. Merci, a-t-il finalement murmuré. De ne pas avoir insisté, de m'avoir laissé voir. J'ai levé les yeux vers lui. Tu t'es choisi aujourd'hui, ai-je dit doucement. C'est plus courageux que ce que la plupart des gens font dans une vie. Il a hoché la tête une fois, puis s'est tourné pour aider l'un des traiteurs à déplacer un plat à réchaud tombé. Retour. Au mouvement, retour à la grâce. Une femme m'a frôlé et a murmuré. Vous êtes sa mère, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Vous avez élevé un homme bien. Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas sûr si je l'avais élevé ou s'il avait enfin commencé à s'élever lui-même. Ce soir-là, je suis rentré seul en voiture. Pas de fête après, pas de fleurs sur le siège arrière, juste le faible bourdonnement des pneus sur l'asphalte et mes mains lâches sur le volant. Il n'y avait pas de musique, pas de bruit, juste moi, juste le calme. Et pour une fois, c'était suffisant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. La réception était encore à moitié pleine. Les gens s'attardaient, sirotant un champagne qu'ils ne finissaient pas. Les conversations montaient et descendaient comme des vagues, incertaines de la marée à suivre. Le chagrin ou la grâce. Je me tenais près de la fenêtre, regardant l'horizon se replier sur lui-même. Il n'y avait pas de coucher de soleil, juste cette heure d'or pâle où tout devenait doux et honnête. C'est là que j'ai entendu ses pas. Lent, délibéré, pas lourd de honte comme il était autrefois. « Maman », dit Antoine derrière moi, presque hésitant. Je me suis retourné. Ses yeux semblaient différents, pas endurcis, pas brisés, juste clairs. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste. Mon souffle s'est coupé avant même que je ne les voie. Les perles. Mes perles. Elles pendaient entre ses doigts, douces et lumineuses, mais soudainement légères. Il n'a rien dit au début. Il a juste levé les bras et s'est doucement placé derrière moi, comme il le faisait quand il attachait mon châle, enfant, avant d'aller à l'église. Tirant trop fort, mais essayant toujours. J'ai senti la fraîcheur du fermoir effleurer ma peau alors qu'il détachait le collier de mon cou. Sauf qu'il n'était pas autour de mon cou. Il avait été autour du sien, jusqu'à maintenant. Il est revenu devant moi, les tenant dans ses deux paumes. Elles appartiennent à la femme qui m'a élevé, dit-il doucement. Pas à celle qui s'est servie de moi. Je ne pouvais pas parler. J'ai seulement tendu la main et j'ai enroulé mes doigts sous les siens, acceptant les perles. Pas comme un bijou, pas même comme des excuses,
mais comme une vérité enfin prononcée à voix haute, une vérité qui scintillait. Il a détourné le regard après cela, comme si le geste lui-même lui avait coûté quelque chose à donner, mais l'avait libéré en même temps. J'aurais dû le voir plus tôt, ajouta-t-il. Je ne voulais pas. Je crois que j'avais juste besoin de croire en quelque chose. J'ai hoché la tête, ma voix toujours absente. Ce n'était pas encore le moment des mots. Certains moments exigent le silence pour les contenir correctement. Il a jeté un coup d'œil vers la sortie, puis de nouveau vers moi. Je vais rester chez un ami pendant un moment, dit-il. Prendre du temps. Me vider la tête. J'ai souri doucement. Pas le genre de sourire qui dit « Je suis contente que tu guérisses ». Le genre qui dit « Je te fais confiance, tu le feras enfin ». Il s'est tourné pour partir, s'est arrêté. « Tu te souviens quand j'avais 5 ans ?» dit-il. J'avais jeté mes Legos dans les toilettes parce que je pensais que c'était un bateau. J'ai scié. Tu as crié comme si c'était la fin du monde. Il a gloussé. Tu n'as pas crié. Tu m'as juste donné ta tasse de thé et tu as dit « Utilise ça à la place. Ça flotte mieux. » J'ai souri à nouveau. Ce souvenir était enfoui depuis des années. Et pourtant, le voilà, remontant à la surface comme une perle des profondeurs. J'ai oublié qui tu étais pendant un moment, dit Antoine, plus à lui-même qu'à moi. Mais tu ne m'as pas oublié. Il a hoché la tête, puis il est parti. Je suis resté là, tenant les perles, longtemps après que les portes se soient refermées derrière lui. Elles étaient chaudes maintenant. Elles sentaient légèrement les roses, le sel, et autre chose que je ne pouvais nommer. Peut-être la vérité. Peut-être la mémoire. Peut-être le début du pardon. Je ne les ai pas remises. Pas tout de suite. Je les ai simplement glissées dans la poche en soie de mon manteau, à côté d'un mouchoir, d'une pastille à la menthe, et du reçu du café où j'avais rencontré Émilie pour la première fois et avais si sottement essayé de créer un lien. Le passé ne piquait plus. Il s'asseyait simplement à côté de moi maintenant, sans rien demander de plus. Un serveur est passé avec un plateau d'éclairs intact. Il s'est arrêté, m'en a offert un. J'ai décliné. Je n'avais pas faim. J'étais rempli d'autre chose, de quelque chose de plus léger. En sortant dans l'air nocturne, je n'ai ressenti aucun besoin de regarder en arrière. Laisser le lustre scintiller derrière moi. Laisser la musique s'estomper. J'avais la seule chose pour laquelle j'étais venu, la clarté de mon fils, sa vérité, et à sa manière discrète, son retour. La table des desserts était à peine touchée. Une petite montagne de tartelettes au citron, de macarons à la pistache, de fraises enrobées de chocolat, le tout magnifiquement disposé, parfaitement intact, comme le genre de mariage que cette journée était censée célébrer. Je me suis assise à l'extrémité de la table, soucoupe en porcelaine à la main, remuant mon thé au rythme lent de quelqu'un qui avait besoin de plus de temps que de sucre. Antoine m'a rejointe. Il n'a rien dit au début. Il a juste regardé les rangées de douceur intactes comme si elles étaient la preuve de quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir nommer. « Ils ont l'air trop parfaits pour être mangés », murmura-t-il. J'ai esquissé un léger hochement de tête. Parfois, les choses devraient être trop parfaites pour survivre à la vérité. Il a pris une fourchette, mais ne l'a pas utilisée. Il a juste joué avec l'argenterie entre ses doigts, la tapotant une fois contre le bord de l'assiette à dessert devant lui. Puis finalement, sa voix a trouvé son tranchant. Était-ce vraiment nécessaire? Les mots ont plané entre nous comme la vapeur de mon thé. Je ne l'ai pas regardé, n'ai pas offert de oui, n'ai pas défendu de non. J'ai juste pris une petite gorgée, amère, terreuse, ancrante, et j'ai attendu. Il a ajouté doucement. Tu aurais pu me prévenir. J'ai alors croisé son regard. M'aurais-tu cru? Il n'a pas répondu. Son regard est tombé. Nous sommes restés dans cette pause silencieuse pendant ce qui a semblé une saison entière. Plus de musique maintenant. Pas de vœux résonnant sous des plafonds voûtés. Juste le cliquetis de la vaisselle qu'on débarrasse et le murmure des robes qui frôlent. Parfois, dis-je en posant délicatement ma tasse, l'amour signifie être le méchant. Juste pour un moment. Il s'est tourné lentement vers moi, les yeux plissés par la pensée. C'est une phrase terrible, dit-il, presque en souriant. Mais pas fausse, ai-je répondu. Il s'est adossé à sa chaise. Je n'arrête pas de me demander. Et si rien de tout ça n'était sorti? Et si Jacques n'était jamais intervenu? Et si l'audio? Alors tu aurais épousé quelqu'un qui traitait ta mère de blague et ton deuil de faiblesse. Il a tressailli. La vérité n'a pas besoin d'être criée pour faire mal. Et si j'étais d'accord avec ça,
dit-il soudainement, la voix vive, presque provocante. Et si je voulais juste la paix? J'ai inspiré lentement. C'est la partie que personne ne te dit sur la paix. Parfois, c'est juste le silence portant une robe empruntée. Tu te serais contenté du confort, dis-je doucement. Et dans 5 ans, 10 peut-être, tu te réveillerais un matin en te demandant où était passée ta colonne vertébrale. J'ai fait une pause. Ou pire, où tu étais passé. Il a fixé la tartelette au citron pendant un long moment. Puis, avec un rire sec, il a dit, c'est une façon très poétique de gâcher le jour du mariage d'un homme. J'ai souri faiblement. Mieux vaut un jour gâché qu'une vie tranquillement avalée. Il a finalement pris une bouchée de la tarte. A grimacé. Acide, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête. Les choses honnêtes le sont généralement. Il m'a de nouveau regardé, cette fois avec moins de feu, plus de brouillard. J'étais en colère contre toi, a-t-il admis. Je le suis encore un peu. Je sais. Mais je me sens aussi libre, ce qui me met encore plus en colère, d'une certaine manière. J'ai regardé par la fenêtre les arbres au-delà de la chapelle, observant toujours, comme s'ils avaient vu des générations de mariages et d'avertissements avant celui-ci. Tu n'as pas tort d'être en colère, ai-je dit. Je ne t'ai jamais demandé de ne pas l'être. Il est resté silencieux. Puis il a murmuré, je l'aimais. Je sais. Il s'est passé une main sur le visage, frottant la tension de sa mâchoire. Elle ne m'a jamais aimé en retour, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Il le savait déjà. Le silence nous a de nouveau enveloppés, mais cette fois, il n'était pas tranchant. Il ressemblait à un vieux pull, effiloché mais chaud. Il a tendu la main sur la table et a touché le bord de ma soucoupe. Le geste était petit mais intime, comme un fils retrouvant la femme derrière la mère. Je ne sais pas si je te pardonnerai pour la façon dont tu l'as fait, dit-il. Tu n'as pas à le faire. Mais je sais pourquoi tu l'as fait. C'était suffisant. Nous sommes restés là jusqu'à ce que les bougies fondent et que le personnel commence à balayer les miettes des coins de la pièce. Juste une mère et son fils. Ni héros, ni méchant, juste 2 personnes assises à côté du désordre de l'amour et choisissant, de petites manières durement acquises, de rester. 1 an plus tard, le jardin avait l'air différent. Ce n'étaient pas les fleurs. Elles s'épanouissaient comme elles l'avaient toujours fait. Grosses pivoines, roses sauvages, hautes tiges de lavande se balançant dans la brise de fin de printemps. Ce n'étaient même pas les chaises blanches ou les guirlandes lumineuses au-dessus, bien qu'elles aient été réarrangées pour convenir à la nouvelle occasion. Ce qui avait changé, c'était l'atmosphère. Plus légère, plus calme, moins comme une performance et plus comme une promesse. Antoine se tenait près du treillis, en train de rire. Pas le rire poli et mesuré que j'avais pris l'habitude d'entendre quand il essayait d'impressionner quelqu'un d'autre. Non. C'était une joie pleine, sans retenue. Le genre qui vous prend à la poitrine et vous rend reconnaissant d'être assez proche pour la ressentir. À côté de lui, il y avait elle. Elle s'appelait Laure. Pas un mannequin, pas la fille d'un PDG, juste une infirmière avec des callosités aux mains et une aisance dans son sourire qui vous disait qu'elle n'était pas venue pour conquérir le monde, juste pour être bienveillante envers lui. Il me l'avait présentée des mois auparavant. Pas de secret cette fois. Pas de tension, juste un coup discret à ma porte et un simple « Maman, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » Je me souviens de ce dîner. Comment elle avait complimenté ma tarte à la rhubarbe sans en faire trop. Comment elle avait proposé d'aider à faire la vaisselle et le pensait vraiment. Comment elle n'avait pas traité mon fils comme un trophée ou un tremplin, mais simplement comme un homme imparfait, en voie de guérison. Aujourd'hui, ce n'était pas leur mariage. Pas encore. C'était juste un rassemblement, un anniversaire, un barbecue. Mais quand il s'est retourné et a croisé mon regard à travers le jardin, quelque chose est passé entre nous. Un « merci d'avoir brisé ce qui devait l'être » tacite. Une fois que les invités eurent fini leur citronnade et que le brasero commença à rougeoyer, je suis rentré un instant. À l'étage, dans le tiroir supérieur de ma commode, se trouvait la boîte en velours. Je ne l'avais pas touchée depuis 1 an. Pas depuis la chapelle. Pas depuis que j'avais détaché ces perles de la gorge d'Émilie et les avais repliées dans ma paume comme une blessure que je ne voulais plus porter. Mais ce soir, elle semblait plus légère. Je suis ressorti discrètement, la boîte sous le bras. Antoine m'a vu le premier. Il a incliné la tête, curieux. Laure a suivi son regard, et quand je les ai rejoints, tous 2 baignés dans la teinte dorée des guirlandes et de la fumée du grill, j'ai tendu la boîte. Puis-je
ai-je demandé doucement. Antoine a hoché la tête. Je l'ai ouverte. Les perles, douces et lumineuses, reposaient en parfaite symétrie. Plus une arme, plus un symbole de loyauté mal placé, juste des perles. J'ai regardé l'or, puis mon fils. C'était un cadeau de mariage, autrefois, dis-je. Mais je les ai donnés à la mauvaise mariée. Les yeux de Laure se sont légèrement écarquillés. Elle a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Elles ne sont pas pour aujourd'hui, dis-je. Pas encore. Son visage s'est adouci. Antoine a dégluti, mais aucun des deux n'a parlé. Il n'en avait pas besoin. J'ai fermé la boîte et je l'ai placée dans les mains d'Antoine. Quand le moment sera venu, lui ai-je dit, tu le sauras. Une brise a traversé le jardin, soulevant l'ourlet des nappes et faisant bruire les bougies. J'ai reculé, regardant alors qu'il glissait la boîte en velours dans la poche de son manteau, presque avec révérence. Laure a glissé sa main dans la sienne. Pas de précipitation, pas de spectacle, juste quelque chose de réel. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de garder quoi que ce soit. Je ne protégeais pas, ne calculais pas, n'attendais pas que le couperet tombe. J'étais juste présente, regardant le fils que j'avais élevé trouver son chemin. Non pas parce que je l'avais guidé, mais parce que quand il est finalement tombé, je l'ai laissé atterrir dans un endroit doux. Il y aurait un autre mariage, peut-être. Ou peut-être juste une vie tranquillement construite. Une tarte, un matin, un mot gentil à la fois. Quoi qu'il en soit, je serai là. Pas sous les projecteurs, mais avec une place à l'ombre, les mains jointes, les perles attendant, quand l'amour serait prêt. Si vous êtes encore là, à regarder, à écouter, alors peut-être que cette histoire n'a jamais été seulement la mienne. Peut-être qu'elle était la nôtre. À nous tous qui avons trop donné. À nous tous qui sommes restés trop longtemps. À nous tous qui avons murmuré « ça va », quand ça n'allait pas. Je n'avais pas prévu de devenir la femme qui s'en va. J'ai été élevée pour rester. Rester mariée. Rester polie. Rester silencieuse même quand ça pique. Et pendant des années, c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu la paix, plié le linge, payé les hypothèques, fait les gâteaux d'anniversaire. Personne ne disait merci pour ça. Et quand mon fils a choisi quelqu'un qui ne me choisissait pas, je me suis dit d'être gentille, d'être compréhensive, d'être invisible si c'était ce qui empêchait la famille de se briser. Mais il y a un moment, si vous l'avez vécu, vous le savez, où le silence devient plus lourd que la vérité, et vous commencez à vous demander, et si partir n'était pas la fin? Et si c'était le début? Quand Émilie m'a mise de côté, non pas avec les mains, mais avec des sourires trempés dans le poison et mis la front subtil, je ne me suis pas battue tout de suite. J'ai attendu. Pas parce que j'avais peur, pas parce que j'étais faible, mais parce que certaines tempêtes doivent se rassembler avant de purifier l'air. Donc, si vous avez déjà été mis de côté et que vous êtes resté silencieux, vous n'avez jamais été faible. Vous attendiez. Et quand vous vous êtes relevé, vous n'avez pas crié. Vous n'avez pas tout incendié. Vous avez juste ouvert la porte et vous l'avez franchie comme si vous possédiez le sol sur lequel vous marchiez. Parce que c'est le cas. Je n'ai pas gâché leur mariage. Je n'ai pas crié ni fait de scène. J'ai laissé la vérité entrer de son propre chef, sous la forme d'un homme assez courageux pour parler et d'un fils assez sage pour enfin voir. Mais je n'ai pas non plus attendu d'être invité. On nous apprend que les mères sont le ciment, que nous devons tout maintenir ensemble même quand cela nous blesse. Mais parfois, l'amour signifie laisser les choses s'effondrer, pour que les morceaux qui comptent puissent retrouver leur propre chemin. Et si vous retenez encore votre souffle, espérant encore qu'ils vous verront, laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour recommencer. Vous n'avez pas besoin d'un public pour reconquérir votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'être accueilli pour savoir que vous aviez votre place depuis le début. Ce soir, alors que je me tiens sous le soleil du soir, sa chaleur douce sur mes épaules, je n'attends les applaudissements de personne. Je ne réécris pas le passé ni ne chasse les fantômes. Je suis simplement chez moi, en moi-même, en paix, dans le pouvoir silencieux d'avoir enfin choisi de me choisir. Alors, si vous avez déjà dû vous éloigner de quelque chose que vous avez construit, une famille, un mariage, un rêve, non pas parce que ça n'en valait pas la peine, mais parce que vous en valiez la peine, votre histoire compte aussi. Plus que vous ne le pensez.